Donc en fait, c'est un peu la roue un peu infernale, quoi. C'est En fait, clairement. on vient de nous dire que l'alimentation actuelle, donc surtout les viandes, les laitages, le stress, en gros, on fait un panorama de notre vie actuelle. Tous les polluants actuels, on est vraiment en train de booster nos oestrogènes. On a trop d'oestrogènes en fait qui arrivent dans notre corps. On est bombardé Ouais. de c'est un peu ce qu'on est en train de se dire. Bonjour. Alors je suis Caroline de Millet. Alors je me représente parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que j'oubliais un peu toujours de me présenter. Alors aujourd'hui, nous allons parler dominance œstrogénique et détox hormonal, qui sont deux sujets qui nous tiennent beaucoup à cœur, alors autant à Millie qu'à Céline, qui vient de nous rejoindre. Donc voilà, c'est deux sujets qui sont très importants. Donc Céline, bienvenue. Je te prends tout de suite. Hop, c'est parti. Donc voilà, le but de ce live, de la pause déjeuner, c'est vraiment de mieux comprendre effectivement le phénomène de dominance œstrogénique, les liens avec notre santé, et puis parler un peu de détox hormonal. Hello Céline, Bonjour. ça va? Merci d'avoir encore accepté d'être parmi nous. Mais j'avoue que j'ai adoré tes posts, tes derniers posts, et je pense qu'on a ce sujet en commun qui nous tient à cœur, qui est trop peu connu, qui est au fait la dominance œstrogénique, et puis notamment comment ça peut être lié à la détox hormonale. Donc voilà, ça me plairait beaucoup parce que c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler, que c'est une source majeure de déséquilibre hormonal, surtout aujourd'hui. Donc l'idée, c'est un petit peu de mieux en comprendre, tu vois, les contours, pourquoi il y a ce phénomène qui est de plus en plus fréquent, quels sont les principaux symptômes et en fait comment on peut agir dessus aussi. Donc, C'est tout un programme en fait, hein, parce que c'est vrai ouais, que c'est un je sais pas si sujet ça en te plus. rejoint, mais c'est un thème qui est absolument crucial, quoi. Oui, tout à fait. Et en effet, en plus, on va en parler, hein, mais il y a de plus en plus de femmes qui en souffrent, hein, de ce phénomène de dominance en oestrogène. Et effectivement, l'idée, c'est d'arriver à la détox. Donc, en fait, j'ai pris des petites notes Je pour vois juste avoir un... un tout petit Oui. peu flou, je sais pas si toi aussi, non? Alors, non, mais je pense que pour ma part, ça doit être ma connexion. On a une Ah, très mauvaise connexion en ce moment. Donc, ok, bon. voilà, le tout, c'est que voilà, vous On t'entend m'entendiez super bien. bien. Voilà, donc c'est le principal. Alors, en effet, la dominance en œstrogène, c'est un phénomène qui est de plus en plus courant, qui crée de plus en plus de problématiques de santé chez les femmes. Et donc, l'idée, c'est on va expliquer un petit peu le pourquoi, du comment, pour expliquer l'intérêt de la détox. Alors, Déjà, en introduction, je rappellerai juste, voilà, par rapport au cycle menstruel, qu'effectivement, donc comment dire, les œstrogènes sont les hormones dominantes en première partie de cycle. Elles sont sécrétées donc par les ovaires, par le tissu adipeux notamment, une petite partie aussi par les glandes surrénales. Ensuite, on a le foie, les seins qui en sécrètent un petit peu, mais c'est vraiment très minime. Et donc l'idée des œstrogènes, c'est de préparer en fait la muqueuse utérine à une éventuelle grossesse. Et donc en cela, elles vont permettre à la muqueuse de proliférer et de se préparer à ça. Donc elles ont aussi d'autres effets positifs, hein, sur la santé, puisque les œstrogènes naturels ont beaucoup d'effets positifs, notamment sur la tonicité de la peau, la beauté des cheveux, sur nos humeurs aussi, notre niveau d'énergie, etc., sur la santé des os, du système cardiovasculaire aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à la ménopause, il y a aussi pas mal de problématiques qui arrivent parce qu'on n'a plus de production d'œstrogène et donc on n'a plus non plus tous ces effets bénéfiques. Après l'ovulation, on va avoir effectivement donc là la progestérone qui va être l'hormone donc on va dire majoritaire sur cette seconde partie de cycle. Progestérone sécrétée principalement par le corps jaune et la progestérone elle va venir contrebalancer l'effet des œstrogènes et notamment la progestérone elle a un effet très relaxant, anti-stress et pour le coup elle va être comment dire plutôt impliquée elle sur le fait de comment dire désagréger en fait la muqueuse utérine alors que les œstrogènes permettaient de faire proliférer. tu Ça, viens de c'est dire quelque chose de super intéressant sur lequel je rebondis. C'est vrai qu'on parle souvent de dominance œstrogénique parce que, enfin, on en reparlera, mais on est bombardé d'œstrogènes et autres par notre environnement. Mais c'est aussi un manque de progestérone se traduit automatiquement par une dominance œstrogénique. Et même si le corps arrête d'en produire à la ménopause, on peut quand même être en phénomène de dominance œstrogénique à la ménopause. Tu vas l'expliquer par les phénomènes. Mais en fait, c'est très courant et les œstrogènes, ça se regarde toujours par rapport à la progestérone dont tu parlais. exactement ce que j'allais dire pour Ah, conclure
Non, non, mais il n'y a pas de souci. Justement, c'est bien parce que, en plus, comme on n'a vraiment pas préparé pour le coup, enfin, je veux dire, on Non. n'a pas. Voilà, c'est très spontané, donc c'est très bien. Et ce que je voulais dire, c'est que même si ces niveaux d'hormones, évidemment, fluctuent au cours du cycle, ce qui se passe, c'est qu'on doit avoir un niveau d'estrogène qui est à peu près égal au niveau de la progestérone. Et ça, c'est un cycle qui est équilibré, où on n'aura pas de problématique de SPM, etc. Quand on a effectivement trop d'œstrogène, et ben du coup, il n'y a plus assez de progestérone. Et à l'inverse, s'il n'y a pas assez d'œstrogène, du coup, on a trop de progestérone. Donc, en effet, les niveaux s'apprécient toujours l'un au regard de l'autre. Et effectivement, s'il y a trop d'œstrogène, il n'y a forcément pas assez de progestérone. Donc, après, l'idée, ça va être soit de booster la progestérone pour remonter le niveau, ou évidemment de faire redescendre le niveau des œstrogènes. Et dans le cadre de la dominance œstrogénique, c'est ce qu'on essaye de faire, en effet. Alors, ce qu'il faut comprendre quand on a dit ça, c'est pourquoi, à un moment donné de sa vie, une femme peut avoir bien, trop d'œstrogènes en circulation dans son organisme. Alors, il y a une grosse partie de tout ça qui est liée à notre hygiène de vie. Et là, c'est très important puisque, encore une fois, je dis toujours, hein, mais c'est ce qu'on fait tous les jours qui va avoir un impact sur notre santé et notre bien-être, à la fois en positif comme en négatif. Et qu'est-ce qui se passe au niveau alimentaire? Eh bien, on mange de la viande, par exemple, qui va être bourrée d'antibiotiques, bourrée d'hormones de croissance. Et ça, les hormones de croissance, hein, c'est des éléments qui vont venir eh bien, booster les œstrogènes au sein de notre organisme. On va retrouver… Les laitiers aussi. Pardon? Les produits laitiers aussi, comme tu disais. Avec les facteurs de croissance, oui, tout à fait. Pour le coup, dans le bio, alors je rebondis là-dessus parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus. Typiquement, c'est vrai que c'est plus cher, mais pour la viande et les produits laitiers, se diriger vers le bio, ça a quand même beaucoup d'avantages pour éviter ça aussi, quand même. Tout à fait. Après, c'est vrai que la viande est beaucoup plus chère, mais après, voilà, c'est le prix à payer. Entre guillemets, il vaut mieux en manger moins, mais de meilleure qualité que tout le temps. Après, on va avoir aussi dans le même ordre d'idée hein, les fruits et légumes. Donc là encore, conventionnels, traités aux pesticides, donc dans le but de limiter la prolifération de champignons, de bactéries, etc. Voilà, surtout des pesticides bien, qui vont venir, là encore, créer pas mal de perturbations au sein de notre organisme. De manière générale, là ici, on parle de perturbateurs endocriniens, hein, c'est un vrai sujet. Et dans l'idée, il faut retenir que les perturbateurs endocriniens, ils agissent en gros de 3 manières différentes. Et ça, c'est important aussi à retenir. Donc, la première, c'est qu'ils vont imiter nos hormones. Et ils vont notamment se fixer sur les mêmes récepteurs. En gros, on dit toujours, voilà, une hormone, c'est un message, elle a un message à délivrer à un organe, etc. Et en fait, ces perturbateurs endocriniens, c'est comme s'ils avaient un double des clés, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont se fixer sur le récepteur, ils vont tourner la clé. Le problème, c'est qu'ils ne vont pas délivrer le bon message, ni à la bonne fréquence, ni à la bonne amplitude, etc. Donc, ça va créer des perturbations, comme leur nom l'indique. Ensuite, ils peuvent agir d'une deuxième façon, c'est en bloquant les récepteurs. Et là, ils vont se fixer dessus et ils vont empêcher les hormones naturelles de se fixer dessus. Et donc, du coup, les hormones naturelles ne pourront pas s'exprimer. Et enfin, ils interviennent d'une troisième façon où ils vont interférer avec des protéines qui sont notamment là pour justement contrôler en fait un petit peu les hormones. Et donc, ces perturbateurs endocriniens, eh bien, on en a déjà un petit peu parlé donc avec les pesticides, etc. Mais on va surtout les retrouver dans nos produits de beauté, de maquillage, les produits de soins, les produits ménagers, les tapis, les rideaux, les vêtements, les revêtements de poêle, de cuisson, les plastiques. Il y en a partout. Parenthèse là-dessus, pourquoi on va parler surtout le lié aux œstrogènes? Moi, ce que j'avais pas compris sur les perturbateurs endocriniens, même si on comprend que ça joue sur le système hormonal, c'est que la plupart sont des xénostrogènes en fait. Et c'est pour ça que l'équilibre hormonal féminin est particulièrement attaqué. On voit même des augmentations de cancer du sein, on en reparlera, mais même chez l'homme. Et qu'effectivement, quand tu regardes les impacts environnementaux, on a l'impression qu'on est essentiellement bombardé d'œstrogènes parce que potentiellement, ils auraient pu imiter plein d'hormones, mais c'est particulièrement les œstrogènes qui semblent viser en fait. Tout à fait, c'est exactement ça. Et en fait, ce qu'il faut comprendre par rapport à ces perturbateurs endocriniens, c'est qu'il y a des fenêtres de vulnérabilité dans la vie fétale, les 1000 premiers jours du bébé et l'adolescence. Et c'est des moments où il se passe des développements cellulaires un peu charnières dans l'organisme. Et si à ce moment-là, on est pollué, intoxiqué par des perturbateurs endocriniens, eh bien alors là, ça va être des problèmes de santé majeurs avec des malformations, des problèmes de masculinisation chez les petits garçons avec les testicules, par exemple, qui ne descendent pas ou qui ne sont pas apparentes, ce genre de choses. Et puis, au niveau de l'adolescence aussi. Donc, il y a tout, voilà, ces perturbateurs endocriniens, on en parlait.
Les traitements hormonaux aussi. Alors, on parlait en plus de l'adolescence, mais je vais prendre l'exemple de la pilule contraceptive. Effectivement, que beaucoup d'adolescentes vont prendre pour régler l'acné, traiter les cycles irréguliers, les règles abondantes ou douloureuses, qui ne traitent rien, puisqu'effectivement, cette pilule, elle va juste mettre en sommeil les ovaires, donc il n'y aura pas de production naturelle de ces hormones. Et la pilule est par définition le perturbateur endocrinien numéro 1, puisque les hormones synthétiques vont imiter nos propres hormones naturelles. Donc, c'est clairement la définition d'un perturbateur endocrinien. Et voilà, donc ça, les traitements hormonaux de manière générale. Il y a un souci, comme tu dis, les traitements, surtout les oestrogènes de synthèse, parce qu'on pourra redire, il y a différents types d'oestrogènes, mais ceux de synthèse n'ont pas exactement la même molécule que les oestrogènes naturels. Et effectivement, ils vont être encore plus difficilement éliminés par l'organisme. C'est ce qu'on voit dans tout, c'est encore plus difficile à traiter. Et en plus, il y a un autre effet, c'est qu'effectivement, je ne sais pas si tu retiens, mais ça pourrait jouer en chélateur. Ça veut dire que ça peut fixer certains nutriments qui sont vraiment essentiels à l'équilibre hormonal, comme les vitamines du groupe B et d'autres choses, et les évacuer plus de l'organisme. Donc, on a un double problème, effectivement, avec les oestrogènes de synthèse, en fait. Et Oui, tout à fait. Oui, parce qu'en plus, oui, ces fameux vitamines et minéraux, en plus, sont essentiels à la bonne synthèse hormonale. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que maintenant, on dit que voilà, une femme sous pilule devrait prendre un complément systématiquement à côté. Ça commence à se dire, mais c'est récent. Oui, pour combler. Donc, ça, c'est important. Alors, après, on a aussi le stress. Alors, le stress, pour bien comprendre aussi, alors, il y a plusieurs choses. Non seulement, le cortisol va se fixer sur les mêmes récepteurs que la progestérone, qui fait que cette progestérone, elle ne va pas pouvoir s'exprimer comme elle devrait. Mais surtout, en fait, le précurseur du cortisol et de la progestérone, c'est la prégnénolone, c'est exactement le même. Et le problème, c'est que quand ils sont en concurrence, eh ben, c'est forcément le cortisol qui gagne. Et il va prendre plus de prégnénolone pour fabriquer plus de cortisol. Et du coup, il n'y en aura pas suffisamment pour que la progestérone puisse être bien synthétisée. Donc ça aussi, et ne serait-ce aussi, alors quand je dis stress, c'est stress réel ou supposé. Ça peut être aussi des personnes qui sont sensibles, par exemple, à la caféine. Et la caféine va avoir exactement le même effet qu'un stress réel ou supposé chez des personnes. Sans stress ressenti, le fait de prendre de la caféine peut dégrader le niveau de progestérone? Oui, par l'effet du cortisol. D'accord. En fait, ouais, chez des personnes sensibles à la caféine, c'est ce qui va se passer. En fait, la caféine va déclencher une réaction qui fait que les glandes surrénales vont synthétiser du cortisol en se sentant stressées. Du coup, qu'est-ce qui va se passer avec l'insuline, le pancréas, le foie? On va détricoter le glycogène, donc c'est-à-dire toute l'énergie qui était stockée, qui n'était pas utilisée. Ça va être détricoté pour relarguer le glucose dans le sang. Glucose qui, s'il n'est pas utilisé, va être converti en gras. Et on disait que les œstrogènes, elles sont produites donc par les ovaires, le tissu adipeux. Ouais, donc c'est un peu une boucle chez les personnes qui sont vraiment sensibles à la caféine. Ça peut aussi avoir ce genre de conséquences. Et on ne peut pas savoir si on est plus ou moins sensible à la caféine. C'est pas selon l'effet que la caféine va faire. Non, c'est vraiment une question je pense, de tempérament. Enfin, en général, on le sait. Si on est sensible à la caféine, on va sentir le coup de boost tout de suite. On va sentir, tu sais, le petit effet d'adrénaline. Moi, je suis hyper sensible. Si je prends du café un matin, je dors pas les 2 nuits qui suivent. Donc... C'est ça. Et ben ça, c'est typiquement, ouais, tu peux être la candidate idéale pour ce genre de réaction. Donc, on a ça. Après, on a aussi donc l'obésité, le surpoids, puisque là encore, plus on a de tissu adipeux et plus on va fabriquer d'œstrogènes. Donc, en fait, c'est un peu la roue un peu infernale, quoi. C'est clairement... fait, on vient de nous dire que l'alimentation actuelle, donc surtout les viandes, les laitages, le stress, en gros, enfin, un panorama de notre vie actuelle, tous les polluants actuels, on est vraiment en train de booster nos oestrogènes. On a trop d'oestrogènes, en fait, qui arrivent dans notre corps. On est bombardé de c'est un peu ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui, quoi. À fond. Non, mais c'est un vrai souci. C'est un vrai phénomène de société pour moi, dont on ne parle pas assez parce que effectivement, il y a quelque chose qui touche particulièrement les femmes. Moi, il y a des statistiques qui m'interrogent. Tu vois, quand je vois la vague de puberté précoce, les cancers du sein dont l'incidence n'arrête pas d'augmenter. Et finalement, on parle peu d'un phénomène de dominance œstrogénique où beaucoup de médecins et beaucoup de naturopathes, heureusement, ces naturopathes micronutritionnistes sont au courant. Et c'est un sujet qui est assez peu démocratisé, je trouve, aujourd'hui. Donc, c'est important d'en parler, d'apprendre à comprendre. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, on s'en inquiète, mais pas chez la femme, chez les poissons. Oui.
Hein, parce que en fait, tous ces œstrogènes qui sont relargués, et notamment la pilule contraceptive via les urines dans comment dire, les eaux usées qu'on ne sait pas traiter, etc., et qui sont relargués, on a fait l'expérience qu'à l'embouchure justement de ces stations d'épuration et de ce qu'elles relarguent dans les cours d'eau, il y avait un phénomène de féminisation des poissons. Donc là, on est connecté, Céline. non, non, mais et là, en fait, là, on va parler de perturbateurs endocriniens. Alors que l'effet sur la femme en amont, en fait, on s'en fiche, quoi. C'est ça qui est dingue. Je pense qu'on n'arrive pas à relier, comme c'est relié à des choses trop graves, et qu'on n'arrive pas à avoir ce fameux effet de seuil. C'est-à-dire que le gros problème des perturbateurs endocriniens, comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'on ne sait pas. Si on en a trop, ça peut avoir le même effet que parfois que si on n'en a pas assez. Il n'y a pas d'effet de seuil où on se dit là, c'est la quantité, où on sait qu'on est en dessous d'un niveau de risque. Et c'est ça qui est très compliqué. Tu parlais de sensibilité aux hormones, même d'une femme à l'autre, on n'a pas la même sensibilité. Et donc, c'est extrêmement compliqué de savoir comment faire. Et je pense que c'est pour ça qu'ils sont encore en train que c'est encore des sujets un petit peu passés sous silence. Alors qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il y a quand même des symptômes assez clairs qu'on peut repérer. Oui, ouais, c'est tout à fait vrai. Et tu as dit un truc qui est très juste, c'est qu'effectivement, en ce qui concerne les perturbateurs endocriniens, la dose ne fait pas le poison. Ouais. C'est-à-dire que c'est un des rares aspects, enfin, un des rares domaines pour lequel une toute petite quantité peut avoir des effets très graves. Alors que dans plein d'autres domaines, on va dire c'est la dose qui fait le poison, mais pas sur les perturbateurs endocriniens. Et il y a en plus l'effet cocktail. Tu vois, hier, je regardais un reportage dans le cadre de la formation que je donne. Et en fait, on disait, voilà, en gros, une femme utilise en moyenne 15 produits cosmétiques dans sa routine, entre, voilà, dentifrice, gel douche, déo, fond de teint, anti-cerne, machin. Et au total, c'est 168 composés chimiques différents qu'on est susceptible de s'appliquer sur la peau, en gros, sur une journée. Ouais. Donc, ça fout un peu les boules, quoi. Et surtout, tu te dis, bon, ok, pris un par un, si on estime qu'à ces doses-là, il n'y a pas de danger. Mais vu que tu multiplies les produits et que tu multiplies les composants, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et alors, d'autant plus, alors je rebondis parce que moi, je viens vraiment du développement de la formulation en cosmétique. Autant c'est moins grave, c'est important de donner des repères sur des produits rincés, du type nettoyant visage, gel douche. C'est moins grave, ça reste moins longtemps en contact, mais la peau, ça absorbe énormément de choses. Donc, effectivement, sur une crème de jour ou quelque chose, il faut faire un produit corps, il faut faire d'autant plus attention à la composition parce que c'est là où on est plus exposé. Et on est vraiment connectés parce que c'est exactement ce que je conseillais hier, justement. On n'a rien préparé. Hein, non, non, c'est de dire, voilà, si vous devez changer et faire un arbitrage de budget, parce que forcément, on ne va pas tout jeter du jour au lendemain, c'est déjà de commencer à remplacer les produits qu'on termine et surtout de dire, voilà, effectivement, les produits qu'on rince, c'est pas très grave parce qu'ils ne sont pas beaucoup en contact. Mais par contre, voilà, dès lors que ça reste sur la peau, la crème, le fond de teint, le vernis à ongles, par exemple, tout ça, c'est des choses qu'il faut switcher en premier. Et pour le coup, oui, j'ai exactement le même réflexe. Enceinte et avec des jeunes bébés, attention. Ouais, tout à fait. Donc c'est vrai que voilà, tout ça, ça joue. On a aussi on va en parler du fonctionnement du foie, mais les déficiences, les carences nutritionnelles, pardon, dont tu parlais, notamment avec la pilule, mais aussi si on n'a pas une bonne alimentation et qu'on est très stressé, on a des fuites de magnésium, puisque le stress accélère la fuite du magnésium, de la vitamine B6. Et ça, c'est aussi des choses dont on a besoin pour neutraliser les œstrogènes au niveau du foie. Donc ça, c'est voilà, un petit peu les causes de pourquoi on a ce phénomène de dominance œstrogénique qui est directement lié à notre hygiène de vie. Donc, on a bien compris qu'il y a des choses sur lesquelles on peut agir, notamment quand on choisit son alimentation, ses cosmétiques, ses vêtements, son ameublement, etc. Il y a des choses qu'on subit parce que cette pollution, elle est invisible, elle est partout et malheureusement, on peut... Voilà. Mais il faut agir ce sur quoi on peut agir, en fait, principalement. Et comment on peut repérer concrètement si justement on a une dominance œstrogénique plutôt sévère, parce qu'on entend des chiffres, c'est quelque chose de pas bien maîtrisé. Moi, j'ai entendu des gynécologues ou des endocrinos qui disent mais de toute façon, on ne peut pas y échapper. On estime qu'il y a plus de 80% des femmes en âge de procréer qui sont en dominance œstrogénique. Même après la ménopause, il y a des phénomènes de dominance œstrogénique. Quels sont des symptômes principaux qui peuvent nous faire dire qu'on se retrouve dedans et qu'il faut faire attention? Alors, les symptômes, il y en a plein. Franchement, il y en a vraiment plein. Mais c'est peut-être le cumul de ces symptômes qui donne ça va être par exemple déjà l'endométriose. C'est une problématique d'hyperœstrogénie, par exemple. Donc là encore, on parlait des fenêtres de vulnérabilité. On connaît pas grand-chose des causes de l'endométriose, mais on estime que c'est un lien génétique, aussi de pollution. Ça peut être une exposition durant la vie fœtale de la maman à certains polluants qui ont sans doute créé ça. Ça, c'est le cas. On va avoir les SPM aussi, syndrome prémenstruel très marqué.
avec beaucoup d'anxiété, beaucoup de dépression. On va avoir aussi beaucoup les règles hyper abondantes, hyper douloureuses. Tout ça, c'est des choses qui sont pas normales, puisque comme on le disait, si le niveau d'œstrogène est bien équilibré avec la progestérone, normalement, le cycle se passe à peu près, voilà, normalement, on ne doit pas souffrir pour son cycle. On Donc, a dès lors que... des seins tendus aussi, des douleurs au sein, ça te parle ou pas? Parce Oui, qu'il y a beaucoup de femmes, et je sais que les gynécologues s'en inquiètent en pensant que quand c'est récurrent, ça peut conduire éventuellement, enfin en tout cas donner une sensibilité plus forte à des cancers du sein. Donc effectivement, ils ont tendance, en parlant avec pas mal d'endocrinogynéco, ils me disent quand j'ai une femme qui a régulièrement les seins très tendus, ils ont tendance à même prescrire de la progestérone naturelle, tu sais, à base de gamme ou d'Ignam. en crème. En soi, ça, c'est un des symptômes assez marquants en fait de Ouais. dominance. Ça peut pas être On a lié. ça, on a les fibromes, les polypes aussi. Oui. Donc, comme on disait tout à l'heure, je vous disais, hein, les œstrogènes, c'est une hormone qui permet la prolifération de la muqueuse utérine, mais aussi des cellules. Et donc, voilà, fibromes, polypes, c'est des excroissances. Donc, clairement, c'est lié aussi ça à la dominance en œstrogène. On a aussi beaucoup, toutes les problématiques d'humeur, parce qu'encore une fois, comme je vous disais aussi, la progestérone, elle a un effet relaxant, anti-stress. Donc, si on se retrouve avec un déséquilibre, on va être hyper anxieuse, on va faire des insomnies, on va être d'humeur, enfin voilà, hein, ça va être comme ça. Il va falloir raser les murs pour ceux qui vivent avec nous. Mais enfin voilà, et tout ça, c'est clairement voilà des signes d'hyperœstrogénie auxquels il faut prêter attention. Ouais, tout à fait. Et puis, on va avoir aussi le syndrome un peu de la préménopause qui peut être exacerbé, c'est-à-dire que la préménopause, évidemment, comme on a une chute de la progestérone avant d'avoir une chute des œstrogènes, on est clairement dans une problématique d'hyperœstrogénie relative, qui est entre guillemets normale puisque c'est un état naturel, mais qui peut être amplifié si en plus de ça, on ne fait pas attention aux perturbateurs endocriniens, son alimentation, etc. Donc là, on va avoir vraiment un symptôme décuplé par rapport à ce qu'il devrait être en temps normal. Et alors, qu'est-ce que tu conseilles? Une femme où tu dis, voilà, pas en périménopause, qui arrive avec ses symptômes, où tu dis, bon, elle cumule deux, trois symptômes très classiques de dominance estrogénique. Qu'est-ce que tu lui conseilles dans ces cas-là? Ah déjà, on fait une bonne enquête au niveau alimentaire, de l'hygiène de vie. On va repérer un peu tout ce que j'ai listé, c'est-à-dire est-ce qu'elle fait attention aux perturbateurs endocriniens ou pas dans son quotidien, son alimentation. Est-ce qu'elle est stressée? Parce que souvent, pareil, la ménopause, ça crée du stress, c'est une nouvelle étape qu'on a tendance un petit peu à... Enfin voilà, là, la parole se libère de plus en plus, mais qui reste quand même associée à une mauvaise image de la femme, à l'idée de la vieillesse, de la fin de la vie de la femme, etc., ce qui est loin d'être le cas. Donc tout ça, voilà, ça crée du stress et donc on va regarder un petit peu par rapport aux symptômes, qu'est-ce qu'il y a en priorité on va dire, à corriger et on va y aller pas à pas. Et souvent, c'est vrai que c'est des accompagnements quand même sur plusieurs mois parce que encore une fois, on peut pas tout changer en un coup et c'est vrai que la naturopathie, nous, on n'a pas de pilule entre guillemets magique, c'est vraiment une démarche d'hygiène de vie. Ça prend du temps de faire des changements quand on a fonctionné pendant des années d'une certaine façon. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et donc, on peut toujours, dans n'importe quel cas. On se dit, il y a un truc qui est magique avec les hormones, c'est que je trouve qu'il y a quand même des choses, on ressent des effets assez rapidement. Donc, comme tu dis, déjà, c'est des effets durables. Donc, oui, c'est se prendre en main, comprendre comment ça fonctionne. Mais par exemple, je vois une personne qui réagit en disant effectivement le stress, l'énervement perpétuel. Ça, c'est typiquement le genre de symptôme où il y a un espèce de cercle vicieux entre. Tu parlais très bien du cercle vicieux. C'est-à-dire le stress accentue encore le déséquilibre, va accentuer les insomnies, va accentuer l'irritabilité. On va pas se reposer la journée parce que justement, il y a une espèce de boost continu. Et donc, en fait, de pouvoir calmer ça par des plantes et des aliments adaptés très vite, on voit une différence à minima sur l'humeur. Même si après, tout ce qui est lié au cycle, le syndrome prémenstruel, comme tu dis, le spotting, il y a des choses qui sont plus ou moins longues à régler. En fait, cela, on en est dans notre cycle et généralement, on faut quand même plusieurs cycles pour que ça se remette en place. En revanche, au niveau de certaines choses, l'humeur, les ballonnements et tout, ça peut aller très vite. Ça peut aller très très vite. En fait, c'est ça, comme tu disais, c'est vrai que les hormones, souvent, ça fait flipper parce qu'on se dit, ah là là, purée, déjà, ça paraît hyper compliqué. Enfin, si on a des Si on vieux a souvenirs de ces cours de bio, on se dit, purée, mais c'est quoi ce truc avec des dessins de molécules hyper complexes? C'est vrai. Mais, et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, tout ça travaille de concert en symphonie. Et dès lors qu'il y en a une qui se met à déconner, ça fait déconner tout le reste. Mais la bonne nouvelle, c'est que dès lors qu'on agit sur une, il y a tout le reste qui se redresse aussi. Et ça peut aller très vite, comme tu disais. Exactement. Et alors, donc pour revenir un petit peu sur le, comment dire, sur le fond du truc, c'est que
Euh, donc, on a compris les causes, on a compris un peu les symptômes et les conséquences que ça peut avoir. Donc, comme je disais, l'endométriose, on parlait des seins et aussi tendus, les mastoses, ce genre de choses, les troubles de l'humeur, les fibromes, les polypes, etc. Et en fait, il faut savoir que dans le corps, il y a un phénomène qui est en train de se passer. Alors, on se parle, c'est la détox. La détox dont on parle beaucoup. Alors, il faut savoir que le corps est doté de certains organes qu'on appelle des organes émonctoires, qui sont des portes de sortie pour les toxines que l'on produit naturellement dans le cadre de notre métabolisme ou les toxiques que l'on capte de l'extérieur, comme on l'a vu. Et tout ça, c'est le foie. Ça passe en partie par le foie, qui est un organe majeur au niveau de l'organisme et dont on ne parle pas assez à mon goût. Et en fait, Moi, le foie... c'est la centrale d'épuration, le foie. C'est exactement ça. Exactement ça. Et en fait, le foie, voilà, il filtre le sang, il va détruire les poisons, il filtre, enfin, il a plein d'autres fonctions, et il en a beaucoup. Mais dans l'idée, c'est lui qui va filtrer les polluants, les toxines, les toxiques, les médicaments. Et il a un rôle également dans la détox des hormones, et notamment les œstrogènes. Et en fait, alors c'est là où on arrive sur le sujet de la détox qui, moi, me chatouille un petit peu, parce qu'en début d'année, il y en a beaucoup qui en ont parlé, et ça m'a un petit peu agacée. Ouais, Parce que... et beaucoup à toutes les sauces, je suis d'accord. C'est-à-dire Voilà. parce que c'est des phénomènes très complexes, très longs, très très complexes. Et en fait, effectivement, on a tendance à le mettre à toutes les sauces. Je suis d'accord avec toi, mais c'est important d'expliquer effectivement les mécanismes et comment on peut un peu soutenir l'organisme là-dedans, parce on est quand même dans des zones où le foie est surchargé, on le voit par plein de phénomènes. Tu parlais de la dominance oestrogénique au foie gras, le foie est vraiment mis à mal par tous les phénomènes dont on a parlé. Donc il y a des choses sur lesquelles on peut agir, des choses sur lesquelles on ne peut pas agir, mais c'est important de comprendre et de visualiser ce qui se passe. Exactement. Et donc, alors déjà, pour bien comprendre, en effet, la détox, on ne la fait pas sur n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment et avec n'importe quelle plante. Il y a une bonne raison à ça, c'est qu'on n'a pas tous la même vitesse. En fait, nos foies sont différents et chaque foie va avoir une vitesse différente pour métaboliser les substances. C'est ce qu'on appelle la clairance hépatique en pharmacologie. Et ça, c'est un concept qui est hyper important. Et en gros, c'est la vitesse à laquelle une substance étrangère va être métabolisée par le foie. Donc déjà, ça dépend de l'âge de la personne, du débit sanguin, enfin de l'état aussi du foie, de son hygiène de vie, etc. Donc déjà, ça c'est très important. Et en fonction de ça, on ne va pas utiliser déjà les mêmes plantes. Donc ça, c'est important. Parce que sinon, on peut faire pire que mieux. C'est ce que je vais essayer d'expliquer. Des plantes plus pour les jeunes et des plantes plus pour les personnes âgées? Ah oui, Alors, intéressant. en fait, ça dépend de la clairance hépatique. Et donc, on va avoir des métaboliseurs lents, normaux et rapides. Et en fonction de ça, on va avoir soit une descente des cytochromes, une augmentation des cytochromes. Les cytochromes, c'est ces petites molécules qui sont impliquées dans la détox. Ça, tu mesures par prise de sang? Comment vous voyez justement l'état de Alors, on peut le mesurer par prise de sang, sauf que nous, on n'a pas le droit, évidemment, de prescrire de prise de sang. Mais en posant des questions, tu sais, c'est ces personnes, par exemple, qui vont boire un verre d'alcool et qui vont être pompettes tout de suite. Ah oui, oui. Ouais. Au contraire, tu vas en avoir qui tiennent à fond l'alcool, d'autres qui vont avoir tout le temps des migraines, tu vois. Et c'est à ça, avec tous ces petits indices-là qu'on arrive à voir à peu près, voilà, de façon... Parce que j'ai vu beaucoup de femmes justement en préménopause ou ménopause qui me disent c'est dingue comme je supporte moins bien l'alcool tout d'un coup. Ouais. Bah, Et c'est le foie. à fond, comme tu disais, les migraines ou d'être plus vite. Ah, c'est amusant. Ok. Ouais, c'est la clairance hépatique et en gros, c'est ça. Et ça vaut aussi pour les médicaments. C'est-à-dire qu'il y a des médicaments, par exemple, des personnes qui vont être hypersensibles aux médicaments et d'autres pas du tout, quoi. Donc ça aussi, c'est une histoire de clairance hépatique, c'est-à-dire déjà que le foie soit en bonne santé, qu'il métabolise bien ou pas. Donc ça, c'est important. Et dans l'idée, la détox des œstrogènes, donc elle s'effectue principalement au niveau du foie. Donc cette détox, il y a plusieurs phases. Alors 2 ou 3, selon si on compte ou pas la phase d'élimination. Donc ça, dans la littérature, on verra 2 phases, 3 phases. Donc c'est juste qu'il faut comprendre que la troisième phase d'élimination, des fois, elle n'est pas, entre guillemets, comptabilisée. Et dans le but de détoxifier ces œstrogènes qui, on va dire, une fois qu'elles ont servi, ont besoin soit d'être éliminés ou recyclés. En gros, c'est à peu près ça. Et donc, pour ça, le foie utilise différents processus où il va transformer un produit potentiellement toxique en quelque chose qui sera neutre ou pas toxique. Et en fonction de ça, il va les éliminer soit dans les urines, ou soit donc via les reins, ou soit dans les selles via le système digestif.
Mhm. Sauf que, alors, on parle de détox, mais moi je dis on ne fait pas de détox sur un intestin qui n'est pas en bon état. Mhm. Pourquoi? C'est le bout final, ouais. Parce que au niveau du microbiote, donc le microbiote c'est à peu près 2 kilos de notre poids corporel de bactéries qui colonisent nos intestins et qui nous aident, on va dire, à bien à procéder à la digestion, mais notamment aussi à l'assimilation de ce qu'on mange. On a dans ce microbiote un type de microbiote qui s'appelle l'estrobolome, et celui-ci a la capacité de réabsorber en fait les œstrogènes, c'est-à-dire les métabolites toxiques, et de les réabsorber et de les remettre en circulation. Et là, ça peut être potentiellement très, très dangereux. Ouais. Vraiment. Les oestrogènes circulants, il y en a certains qui ont bien mauvaise presse. Je vois pas mal de questions sur des questions particulières de médicaments. On essaiera d'y répondre à la fin. Là, on peut pas trop faire de cas particuliers parce que c'est vraiment le sujet qu'on aborde de manière générale. Et voilà, Céline nous décrit de manière très précise et très pédagogique ce qui se passe dans notre corps, mais on y reviendra plus tard. Alors, après, il y a quelque chose aussi que je n'ai pas dit tout à l'heure et que je vais reprendre ici. C'est que quand on parle de dominance en œstrogène, alors déjà on dit les œstrogènes, parce qu'effectivement, il y en a de plusieurs types différents. Alors, il en existe une cinquantaine, je crois, mais au final, on parle souvent des trois mêmes, qui sont E1, E2, E3. Il faut savoir que parmi ces œstrogènes, il y en a un qui est potentiellement neutre, un qui est potentiellement enfin, dangereux, en tout cas, qui peut l'être, et un qui est plutôt positif. Mm. Et la dominance en œstrogène, elle peut être aussi sur un type d'œstrogène spécifique. Mm. Et notamment le plus, entre guillemets, délétère. Et c'est surtout celui-ci qu'on va retrouver en lien avec les cas de cancer du sein. Et qu'on retrouve de façon très augmentée chez des femmes qui ont des types de cancer du sein. Alors, C'est lui qui augmente à la ménopause, c'est ça, avec notre exactement. adipeux. Ouais. Mm. Exactement. Et alors, par rapport à la détox du foie, donc ce qu'il faut comprendre, comme je disais, c'est qu'il y a différentes phases. Et donc, on a compris qu'il y avait trois types d'œstrogènes. Et ces œstrogènes, ils vont être métabolisés sous des sous-produits différents en utilisant différentes voies. Et Mhm. là aussi, au niveau de ces voies de détoxification, il y a des voies qui sont positives, des voies qui sont neutres et des voies qui sont délétères. Mm. Donc, si on se retrouve avec la voie délétère et un maximum d'œstrogènes nocifs qui vont se retrouver dans la circulation, eh bien, c'est là où effectivement on a un risque accru de cancer du sein, clairement. Et c'est Mm. pour ça qu'il va falloir dans ces cas-là utiliser des plantes et comment dire, des minéraux, enfin de la micronutrition principalement, pour pouvoir faire dévier cette mauvaise voie et revenir entre guillemets sur les deux Mais ça, c'est premières pas voies. quelque chose qu'on a l'habitude de mesurer, en fait. On n'a pas l'habitude de. C'est Non, très difficile de. En plus, c'est c'est très difficile de doser les hormones. On en vient C'est le toujours. rapport, c'est le rapport de la 16OH sur la 2OH en fait. Mm. Et Et, c'est à et ça qu'on voit. ouais, mais je veux dire, le problème, c'est qu'effectivement, comme tu dis, on n'est pas dans des démarches très classiques. Et même quand on fait des bilans hormonaux, et notamment en phase de périménopause, mais même avant, c'est toujours difficile, même en bilan sanguin et salivaire, d'avoir des visions exactes de ce qui se passe dans le corps à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire, on va dire, de plus générique possible? On avait parlé de faire un peu le tri dans ces ustensiles de cuisine, de tout ce qui est en plastique autour de nous pour déjà essayer de limiter la contamination des xénostrogènes. Qu'est-ce que tu conseilles d'un point de vue détox qui puisse être une routine, on va dire, euh, la plus générique ou la moins dangereuse possible, où ça n'existe pas pour toi? Bah, après, ça va être effectivement pour d'essayer de caler son alimentation, d'éviter l'alcool. L'alcool, on n'en parle pas assez, mais Bien sûr. l'alcool, on en consomme de manière générale un peu trop. Alors, ça dépend des personnes, encore une fois, mais en France, on a quand même voilà, la réputation de, voilà, même au niveau des femmes, de voilà, boire un petit peu de vin régulièrement, etc. Même si c'est très bon Ouais. pour d'autres choses, mais on a quand même un petit peu la descente facile et l'alcool, on s'en rend pas compte, mais ça joue énormément sur ça ralentit en fait le travail du foie, qui pendant qu'il détoxifie cet Évidemment. alcool-là, va pas pouvoir se concentrer sur le reste en fait. Donc clairement, euh, tout ce qui va être alimentation ultra transformée aussi. Donc ça, c'est important. Et dans l'idée d'une détox, pour moi, je considère que pour faire vraiment une bonne détox, il faut vraiment se faire accompagner par quelqu'un qui s'y connaît. Parce que comme je vous l'ai dit, pareil, la détox, on la fait pas en hiver, hein, ça sert à rien. Enfin, en tout cas, moi, de mon point de vue et vraiment des racines de la naturopathie, c'est qu'il faut aussi assez d'énergie chez cette personne pour faire cette détox. Et c'est pas quand il fait froid et qu'il fait pas beau, etc., qu'on Un la fait. intestin en bonne santé, tout à fait, pas en hiver, forcément. Et par contre, je pense qu'il y a quand même pas mal d'aliments, enfin, on parlait au niveau de la détox oestrogénique, c'est-à-dire sans prendre de risques, on disait sur des plantes ou des choses comme ça, typiquement le brocoli,
Le romarin, il y a pas mal de plantes et de choses qu'on peut consommer aussi d'un monnaie régulière qui seront bonnes en tout cas pour soutenir normalement cette détoxification autogénique un petit peu. Toi, tu en penses quoi au niveau alimentation? Eh bien, écoute, moi, je me suis fait justement une grosse plâtrée de chou kale ce midi. Tu vois. Donc, chou kale, hein, qui est de la famille, effectivement, comment dire, du chou-fleur, du brocoli, etc., C'est super. qui contient du dym et qui est ultra bénéfique pour la détox. Donc, ça aussi, les crucifères, c'est hyper important de les mettre au menu au moins 3-4 fois par semaine. Si vous pouvez une portion tous les jours, c'est encore mieux. C'est vraiment très, Mm. très bon. Et pour les personnes qui auraient des problématiques de thyroïde, parce que on entend souvent en cas d'hypothyroïdie qu'il ne faut surtout pas manger de crucifères, que c'est goitrogène, etc. Sachez que c'est quand il est cru. Mais quand il est cuit, Mm. légèrement cuit, il n'y a plus cet effet goitrogène. Donc même les personnes, entre guillemets, qui ont des problématiques de thyroïde peuvent quand même D'accord. manger. Ça augmente les boîtes? Ah, je savais Alors, pas. normalement, oui, c'est des aliments qui sont goitrogènes et qui sont Alors, pareil, il y a très peu de médecins qui en parlent, mais voilà, quand on se documente un petit peu, on voit, oulala, attention, goitrogène. Donc, les gens ont plutôt tendance à plus vouloir du tout en consommer. Or, c'est vraiment quand vous les consommez crus, mais cuits à la vapeur douce, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les consommer sans qu'il y ait cet effet goitrogène. Et du coup, ça permet quand même de bénéficier de tous les effets positifs. Mais Donc, effectivement, ça, chou-fleur, brocoli, chou calé, enfin tous les choux de Bruxelles, toute la famille des crucifères est quand même particulièrement bénéfique. tout à Ouais, fait. alors, Tout ce qui est vert, d'accord. tout Les ce jus qui verts. est vert de manière générale. Oui, alors moi, j'avoue que je préfère par contre, comme tu disais, les cuissons vapeur que les jus, parce que parfois, je trouve qu'à chaque fois, les jus, c'est pas forcément la meilleure idée en termes d'absorption, parce que parfois, on se prise de certaines fibres, et il y a toujours, voilà, légumes vapeur, il y a quand même rien de mieux pour avoir, avec des cuissons douces, tous les éléments les plus préservés possibles. Mm, tout à fait. Ah bah, très bien d'en manger tous les jours, c'est très bon. Ouais, non, Les mais choux. c'est vrai. Après, on a aussi, comment dire, euh, ouais, tout ce qui est fibres. Essayez d'avoir au moins 20-25 grammes de fibres, parce que là encore, les fibres vont aider dans la détox au niveau intestinal. On parlait tout à l'heure avec les Après, microbiomes. il y a le foie, mais juste après, il y a le système digestif. Donc, en fait, si le système digestif marche pas bien, si on est constipé, par exemple, ou s'il est poreux, en fait, les oestrogènes, ils vont quand même rester circulants. Ça veut dire qu'il y a une élimination, c'est le foie qui traite, mais après, il faut que tout le reste fonctionne bien, quoi. Tout à fait. Donc c'est pour ça que la constipation est pas top parce que ça va aussi ralentir la sortie entre guillemets des selles qui pendant ce temps-là, enfin les oestrogènes peuvent être réabsorbés. Donc il faut absolument manger assez de fibres pour essayer d'avoir un transit qui soit le plus normal possible. Et puis ça évite aussi cette réabsorption. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et les ballonnements, j'ai une petite réflexion sur les ballonnements. Bah, pas toujours. Quand c'est bien cuit, honnêtement, c'est pas censé trop créer de ballonnements. Ouais. Après, il faut toujours adapter, mais les fibres peuvent aider aussi hein, sur les ballonnements. On en C'est reparlait, ça. ça peut Et beaucoup s'il y aider. a ballonnement, c'est qu'il y a peut-être un souci effectivement de dysbiose. Il y a des aliments qui passent sans doute pas, comme les légumineuses, les crudités. Donc c'est qu'il y a un souci au niveau digestif. Par exemple, ça c'est un bon exemple de. Normalement, on Mm. est capable. Alors après, il y a toujours une question évidemment de fréquence et de quantité, mais normalement, on doit pouvoir manger de tout sans qu'il y ait de problématiques digestives. Et j'avais entendu pour les légumineuses notamment, pour les gens justement que ça fait réagir, que les faire tremper Ouais. avant de les consommer pendant 24 heures, ça pouvait beaucoup changer. Ça éliminait justement ce qui était le plus agréable au niveau ballonnement. Donc Ouais. Alors, continuez. les légumineuses, on devrait même les faire tremper tout le temps. Ah, d'accord. Ouais, parce qu'en fait, les légumineuses, elles contiennent des antinutriments. D'accord. Et quand tu les consommes sur des longues périodes, elles viennent inhiber, comme on le disait pour la pilule contraceptive, certaines vitamines et certains minéraux. Donc ça, c'est un phénomène qui est bien connu normalement des végétariens, végétaliens, Même qui quand elles savent sont bouillies pendant longtemps, comme des lentilles et tout ça? faut les faire D'accord. tremper. Faut les faire D'accord. tremper. En fait, il y a aussi de l'acide phytique, enfin voilà, qui rentre en compétition avec D'accord. pas mal d'autres nutriments. Je ne savais pas qu'il fallait le faire de manière systématique. Mm, Ok, mm. intéressant. Et effectivement, ils disent tous les graines et les oléagineux. Donc même les noix de cajou, les graines, les choses comme ça, il vaut mieux les faire tremper avant. Tu dis, Ouais, il vaut mieux. Moi personnellement, je le fais pas pour les oléagineux parce que bon, voilà, ça passe et je fais tremper le reste. Donc, mais d'accord, c'est vrai que les oléagineux, on devrait tout à fait les faire tremper également. Mm. d'accord. Et donc tu dis alimentation, l'exercice physique peut quand même aider aussi à éliminer ce genre de choses. Alors tout à fait. L'exercice physique par effectivement la sudation, mais aussi par l'activation de la lymphe, voilà, de la circulation. Ça c'est hyper important.
très très important de, comment Oui, dire, de bouger. les produits laitiers, on entend beaucoup de choses dessus. C'est très stimulant aussi pour l'estrogène. C'est d'ailleurs une des premières choses qui est coupée hein, en cas de cancer. Aujourd'hui, maintenant, c'est mainstream de faire ça. Mais effectivement, il y a déjà s'orienter vers du bio, ça limite vraiment beaucoup la casse. Et après, il y a maintenant pas mal d'alternatives en végétal. Mais effectivement, il faut se méfier. On a eu tendance, au niveau produits laitiers, on sait aujourd'hui que ça a des impacts assez délétères, effectivement. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai qu'après, alors les signes, hein, comme on disait tout à l'heure, comment savoir si on a besoin d'une détox ou en tout cas, alors les signes d'œstrogénie, on en a parlé, d'hyperœstrogénie, mais ça va être par exemple aussi les personnes qui vont avoir beaucoup d'allergies, des infections chroniques, les migraines, on en parlait, quand on est très sensible aux odeurs et au, comment dire, et au bruit aussi. Mhm. Je savais Tout ce pas. qui va C'est un être, dominance oestrogénique? pardon. La sensibilité au bruit peut avoir un lien avec la dominance oestrogénique. Bah, apparemment, ouais, quand on dit sensible aux odeurs et au bruit, apparemment, il y a. Alors, par contre, ça, pour le coup, le fait d'être sensible au bruit, je ne saurais pas l'expliquer, mais en tout cas, c'est Oui, quelque chose qu'on nous a appris. Le côté sensible au bruit et aux odeurs, apparemment, c'est en lien avec le foie. On a aussi tous les problématiques de libido. On va avoir, bah, comme on disait, après les problèmes de, comment dire, de peau aussi, quand on a tendance à prendre du gras autour du ventre aussi, en tout cas, voilà, à engraisser au niveau du ventre. Quand on est bloqué au niveau de sa prise de poids aussi. Enfin, tout ça, c'est voilà, des signes qui peuvent laisser donc, penser qu'on a est-ce vraiment que, besoin d'une détente. quand on a du mal à digérer le gras, est-ce que ça peut avoir un lien, notamment des Oui, patients? Oui, ouais, d'accord. tout à fait. Ce serait C'est lié vraiment aussi au foie qui est un petit peu surchargé, c'est ça? tout à fait. Exactement. Oui, donc en fait, c'est vraiment c'est l'hygiène de vie qui va permettre de rétablir ça sur le long terme. Et Oui, ça devrait se traduire au bout de si on suit bien les choses. Et après, comme tu dis, chacun est différent. Donc on va vraiment voir selon le ressenti qu'on a, couper un peu l'alcool, couper sur certains produits, faire un peu le ménage autour de soi. Et en général, au niveau du cycle, par exemple, du syndrome prémenstruel et tout, en combien de temps on peut voir des effets assez positif. L'humeur, ça se voit assez vite en général, l'humeur et oui. la digestion. Et au niveau de justement d'avoir moins de spotting ou des cycles un peu plus courts ou moins abondants, en combien de temps je constate que les choses peuvent se remettre un petit peu en place? Il faut au moins 3 mois. Ouais. 3 mois, 4 mois, on a quand même une bonne vision de ce qui se passe. Mais par exemple, ce matin, j'avais le retour d'une de mes consultantes. On s'était vu il y a 2 mois et demi. Et elle a déjà beaucoup d'effets positifs, notamment sur l'humeur. La libido. Et puis, il y a encore des petites problématiques, mais qui sont déjà beaucoup, beaucoup améliorées. Donc, mais après, c'est normal, il faut au moins 3 mois. Là encore, pour avoir un vrai impact, en tout cas au niveau du cycle et de tout ce qu'on peut avoir de désagréments à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est un vrai souci. Et pour revenir enfin, à l'histoire et lier un petit peu tout ça, c'est vrai que ça commence à l'adolescence, enfin avant bien sûr, mais c'est vraiment la prise de la pilule aussi qui conditionne tout ça. Parce que comme on l'a vu, donc la pilule va créer une hyperœstrogénie. La pilule, il y a beaucoup de jeunes filles aussi qui la supportent pas, qui vont avoir des troubles de l'humeur, de l'anxiété, de la dépression. Donc du coup, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont plus sortir, elles vont plus bouger, elles vont plus faire de sport. Elles vont avoir des fringales de sucre, elles vont se réfugier dans la nourriture, elles vont prendre du poids, tissu adipeux, donc plus d'œstrogène. Elles vont Le commencer à... sucre, un perturbateur endocrinien à haute dose aussi, on n'en a pas parlé, mais il faut aussi se méfier beaucoup du sucre à haute C'est dose. ça. Ouais, tout à fait. Après, on commence à travailler, on est dans les études, on est stressé, donc stress, cortisol, le schéma, c'est exactement ça. Mais tu Et dis, j'en ai nous avec pas mal de gynécologues aussi, c'est un thème qui revient, je pense, un message qui est important à passer. Il ne faut pas se précipiter dans la pilule ou un traitement hormonal juste pour régler un problème à l'instant T. Parce que ça ne traite pas les racines du problème, comme tu l'as très bien dit. Ça va masquer des choses en physiologie avec potentiellement des effets rebonds très forts. Et en plus, comme souvent les jeunes femmes arrêtent de prendre la l'ont pris très tôt, arrête de prendre la pilule peu de temps avant de faire un enfant, et après il y a tout le bouleversement de la grossesse qui peut accélérer certaines choses, on se retrouve effectivement avec des phénomènes de postpartum et des choses assez violentes. Donc je pense que c'est très important, effectivement, au message à passer de ne pas se précipiter. Oui, ça prend plus de temps d'aller voir un naturopathe. D'ailleurs, j'ai une question pour savoir où est-ce que tu consultes. Il faudra que tu nous répondes. On va vous donner tes coordonnées. Mais ça prend plus de temps, ça demande un effort personnel, ça demande de l'investissement parce qu'on va revoir vraiment l'hygiène de vie. Mais en revanche, c'est un pari sur le long terme et durable, et puis surtout de connaissance de soi, de ses cycles et de son corps, qui voilà, qui n'a aucun rapport avec
le fait de prendre un médicament ou quelque chose qui masque et qui a peut-être une conséquence immédiate, mais qui n'améliore en rien la cause d'origine. Mm. Tout à fait. Alors après, moi, je voulais aussi passer un petit message par rapport à ce que tu viens de dire. C'est que, en fait, la pilule, il y a aussi beaucoup de mamans que ça tranquillise. C'est-à-dire que voilà, la jeune fille a 14-15 ans, elle commence un peu à sortir à droite à gauche. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mamans qui se sentent un peu plus tranquilles à l'idée de savoir que leur fille prend la pilule en se disant, bon voilà, elle va sans doute démarrer sa vie sexuelle. Et donc, et le problème, c'est que des fois, il y a aussi beaucoup de mamans qui poussent pour que cette Ouais. pilule soit prise. Ouais, 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 ça arrive encore. Et c'est un vrai souci parce que pour le coup, la nouvelle génération, ils sont très au fait de tout ça. C'est-à-dire que cette mouvance un petit peu anti-pilule, mais qui n'est pas anti-pilule, qui est juste de Non. faire un choix, je pense, éclairé au bon moment. Exactement. Ouais. Euh, Ça fait à peu près 10 ans que c'est en cours aux États-Unis. Chez nous, ça arrive là récemment Et et en notamment. France, maintenant, c'est 40% des femmes en âge de procréer qui refusent de prendre la pilule et qui s'orientent soit vers des choses alternatives, alors beaucoup stériles au cuivre, etc. Mais tu as beaucoup, beaucoup de femmes qui arrêtent de prendre la pilule. Ouais, Donc il y a vraiment un mouvement de fond qui est fort. Et je trouve ça très positif parce que les femmes, bon, il y a les scandales de pilules deuxième, troisième génération, un mouvement de fond sur les femmes qui disent qui ont envie de comprendre leur corps. Tu as quelque chose de très positif de faire ce choix éclairé. C'est pas ouais, un rejet, c'est effectivement une compréhension des cycles. c'est vrai. Mais après, il y a encore aussi beaucoup d'incompréhension des professionnels de santé. Alors, même si là encore, c'est pas pour casser du sucre sur le dos, mais c'est pour expliquer que moi, j'ai aussi beaucoup de consultantes qui me disent, bah ouais, j'en ai parlé à mon gynéco, il m'a dit, bah rendez-vous dans 3 mois pour votre IVG, quoi. Ouais. En gros, et c'est dommage parce que, enfin, moi, je trouve que c'est bien que les femmes réinvestissent leur corps, essayent de comprendre ce qui se passe, et c'est hyper important. Et au-delà de ça, je pense qu'elles sont plus en attente aussi d'avoir une information éclairée. Moi, je sais que la pilule, quand je l'ai prise, on m'a jamais expliqué comment ça fonctionnait. Non, non. Et ça, c'est, enfin, on Il y a tombe des nues, hein. aussi à ne pas faire. Moi, j'ai aussi le souvenir de après mon premier bébé. Très vite, je suis passée au stérilet hormonal, mais je pense le rendez-vous de contrôle gynéco, tu vois, 6 semaines après l'accouchement, on m'a dit, ah bah tiens, et en fait, quand on est encore dans une phase de tempête hormonale, donc où c'est pas encore rétabli, bah on ne sait plus, ça veut dire on ne sait plus interpréter qu'est-ce qui va pas. J'ai mis 8 mois à me rendre compte que ce stérilet me convenait pas du tout. Et donc, un des messages aussi, c'est que c'est pas au moment de la puberté, du début de l'adolescence, où les cycles mettent au moins plusieurs années à se mettre en place, la première perturbation, après, juste après un bébé, ou alors en périménopause, c'est justement le moment où il faut essayer de prendre le temps de traiter les causes profondes, sinon on ne sait plus ce qui vient des hormones ou pas. Donc oui, oui, c'est hyper important de faire ces choix éclairés. Ouais. Il y en Alors, a des gynécologues. Je vois que le but n'est pas de casser du sucre des gynécologues. Il y en a de très bons pour abonner des bien sûr. contacts. Mais c'est vrai que je pense qu'une femme vient avec beaucoup plus d'armes quand elle a pris le temps de regarder, de se poser les bonnes questions aussi avant d'aller voir le gynécologue et voir justement des disciplines alternatives comme la naturopathie qui fait un très bon travail avec une vision d'ensemble sur ce genre de phénomène. Voilà, alors je vois bien sûr qu'il y aura des replays, on vous les passera. N'hésitez pas si vous avez quelques questions ou je ne sais pas Céline si tu as quelque chose que tu voulais aborder en plus. Non, mais c'était l'idée. Moi, je veux vraiment insister sur le fait que voilà, la détox, on la fait pas n'importe comment, n'importe quand. Il y a des personnes pour qui c'est pas indiqué, tout simplement parce qu'elles n'ont pas d'énergie. Il va falloir les recharger avant de faire la détox. Donc, faites-vous accompagner. Encore une fois, il peut y avoir plus de risques à faire une détox que de pas la faire, surtout si elle est mal faite. Mm. Et dans l'idée, c'est voilà, faites-vous accompagner par des naturopathes ou des personnes voilà, qui sont éduquées dans ça. Moi, j'ai vu beaucoup de choses, voilà, encore une fois, après les fêtes, enfin, qui n'avaient vraiment pas de sens. Et encore une fois, ça doit toujours être adapté à vous et pas, voilà, l'idée, c'est pas de prendre un truc tout fait lambda. Il faut vraiment quelque chose de personnalisé. C'est important. Oui, on est complètement d'accord. Et vraiment suivre dans la durée les symptômes en étant accompagné. On est complètement d'accord. Voilà, bon bah, on espère qu'on a résumé. En tout cas, il y a plein de choses aussi sur le compte de Céline hyper intéressantes. Tu fais des posts très pédagogiques là-dessus et très pointus. Donc bravo sur tout ce qui est justement dominance œstrogénique, manque de progestérone, détox hormonal. Donc je vous invite voilà, à retrouver ces posts sur son compte. Et puis Céline, tu nous laisses un petit message sur où est-ce que tu consultes. Tu peux peut-être le dire maintenant parce qu'on a quelques questions. Oui, alors moi, je consulte 100% en ligne.
En fait, je suis basée en région lilloise, mais j'ai des consultantes partout et même dans le monde. Enfin, j'en ai aux États-Unis, j'en ai à Dubaï, j'en ai en Espagne, donc en Afrique aussi, au Cameroun. Donc, je voyage un petit peu grâce aux consultations aussi. Ça fait du bien par ces temps qui courent. Mais non, non, mais donc du coup, c'est sur mon site internet www.celinesanténaturelle.com ou via mon compte Instagram, il y a un lien. Et là, par contre, je sais que les prochaines dispos, elles sont en avril et c'est bien booké. Donc voilà, il n'y a plus beaucoup de créneaux. En tout cas, on essaiera de répondre à vos questions si vous en avez. Et merci beaucoup, Céline, d'avoir consacré ce Merci, temps. C'était merci super. à toi. Merci À beaucoup.